De l'Afrique à la Corée, de l'Italie à l'Inde ou au Japon, la cuisine du monde séduit de plus en plus les consommateurs. La Gen Z, avide de découvertes culinaires, en est particulièrement friande, même en France, pourtant attachée à ses traditions gastronomiques. Le succès des enseignes venues d'ailleurs se confirme et les concepts se multiplient. Mais qu'est-ce qui fait la force de ces modèles? La qualité de l'approvisionnement, l'authenticité des recettes, la capacité d'adaptation et d'implantation sur le marché français. Autant d'atouts, mais autant de défis à relever. Et nous allons parler maintenant de street food international, phénomène global en pleine expansion. Et pour en parler, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement Bernard Boutboul, président de Gira Conseil, et Vanessa Chi, cofondatrice de Chicken Bang. On vous a mis un truc un peu disco. Soit tu es bien là, mais venez sur le canapé. Ouais, tu sais pourquoi? Comme ça, tu auras une meilleure vue. Ah, ouais, les gens te verront. Génial. Et puis, on est un peu plus proche, sinon tu vas être très loin. Là. Plus proche de Vanessa, c'est ça que tu veux dire? Oui, et de moi par la même occasion. Okay. Je laisse aux invités le soin, vous avez un micro Vanessa, je laisse le soin aux invités de se présenter toujours avec un peu plus de détails que moi je ne le fais, parce qu'on ne se présente jamais aussi bien que soi-même. Donc Vanessa Chi, cofondatrice de Chicken Bang, je vous laisse me parler un peu plus de Chicken Bang, qu'est-ce que c'est Chicken Bang, depuis quand ça existe? Dites-nous tout. Allô? Oui. Alors, moi je m'appelle Vanessa, j'ai créé avec mon mari Stéphane en 2022, il y a tout juste 4 ans, la marque Chicken Bang. Donc, c'est une marque de street food coréenne qui a pris son envol plutôt à Lyon, à la Part-Dieu, dans le centre commercial. Et l'histoire est née à la suite du confinement, où comme tout le monde, on regardait les dramas. Et on s'est rendu compte avec mon mari qu'il n'y avait pas de street food coréenne en France. Et on a décidé d'importer cette cuisine à Lyon et en France pour faire découvrir aux Français ce qui est la street food coréenne, donc poulet frit, corn dog, etc. Bernard Boutboul, beaucoup de gens connaissent votre visage aujourd'hui et votre voix. On vous entend à la radio, on vous voit témoigner à la télé. Comment est-ce que vous vous définissez, Bernard ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Gira est un cabinet d'accompagnement, c'est comme ça que nos clients nous appellent, exclusivement spécialisé sur la consommation alimentaire hors domicile. Et nous travaillons avec nos clients tout ce qui est marketing, stratégie et développement. Voilà, en gros. C'est bien, c'est précis, ça plante le décor. Le thème de cet échange, c'est street food international, un phénomène global en pleine expansion. Et nous nous étions dit avec Bernard, lorsqu'on avait préparé cet échange, que ce serait pas mal de revenir finalement. Est-ce que le terme de street food est vraiment adapté en France et notamment au snacking? Alors, elle n'est pas du tout adaptée parce que, comme son nom l'indique, comme l'expression l'indique, street food veut dire cuisine de rue. Et je ne pense pas que ce soit Vanessa qui me contredise que la cuisine de rue n'existe pas en France. De cuisiner dans la rue n'existe pas en France. C'est interdit d'un point de vue hygiène. À Londres, ça se fait. En Asie, c'est une banalité. Et la deuxième chose pour laquelle cette expression street food, elle colle pas, c'est qu'on est l'un des rares peuples au monde à ne pas manger et à ne pas boire en mouvement. Il faut qu'on se pose plus ou moins confortablement pour ce qu'on a à manger ou à boire. D'ailleurs, les Américains qui viennent en France nous disent comment se fait-il qu'il faut des places assises dans les restaurants. Le modèle économique, il est sérieusement bouleversé. Vous savez, les constructeurs automobiles nous mettent des porte-gobelets dans les voitures. Si vous allez dans une voiture à Londres, en Australie, aux États-Unis ou même en Asie, c'est leur deuxième cuisine. Nous, dans nos voitures, on met des clés et des pièces. Donc, on ne mange pas et on ne boit pas en mouvement. Il faut des places assises. Et deux, la street food, c'est interdit de cuisiner dans la rue. Et d'ailleurs, un exemple récent nous a montré avec la quasi-disparition des food trucks, enfin quasi, il y en a beaucoup qui ont fermé, la répression des fraudes à Bercy nous a dit, vous vous rendez compte, déjà dans un restaurant, on peut avoir des problèmes d'hygiène. Vous imaginez, vous faites des burgers et des frites dans la rue. C'est vrai. C'est interdit de cuisiner dans la rue en France. Voilà.
Mais c'est assez drôle parce qu'effectivement, le food truck n'a jamais démarré. Je pense qu'il en existe encore quelques-uns, mais ça reste vraiment une portion congrue d'un business qui pourtant rencontre un succès dès qu'on les installe dans un festival. On voit bien que ça plaît beaucoup aux gens. On aime passer d'un concept à un autre sur un même espace. Enfin, c'est Ça très marche, sympa. mais ça marche partout dans le monde, hein, les food trucks. Il y a des festivals de food trucks, il y a même des hôtels qui mettent 2 ou 3 food trucks le soir au pied de leur hôtel. Nous, on a un problème. Alors, c'est vrai que les syndicats de la restauration n'aiment pas trop les food trucks, concurrence déloyale. J'en ai parlé, la répression des fraudes. Et puis, je crois que les municipalités, enfin les écologistes des municipalités, n'aiment pas trop les camions qui rentrent dans les villes, quoi. Ouais. On connaît le burger, on connaît le nem vietnamien, la pizza italienne. Et puis depuis quelques années, une petite dizaine d'années, on a vraiment vu cette évolution depuis le Covid qui a quand même été un accélérateur de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que la nourriture, aujourd'hui, les concepts s'ouvrent sur le monde entier? Parce qu'on a une génération qui arrive, que nous, chez Zira, on appelle la Gen Z élargie, autrement dit les moins de 30-35 ans, qui ont plus voyagé que leurs parents, qui sont beaucoup plus ouverts à des cuisines internationales. Et voilà, ils arrivent au moment où cette cuisine venue d'ailleurs en street food déferle sur la France. Pour te donner un ordre d'idée, la restauration rapide thématique, parce que c'est de ça dont on parle, on a multiplié en l'espace de 7 ans par 3 le nombre d'unités et par 3 le nombre de repas pris par les Français dans ces unités. C'est colossal. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que le poulet frit est en train de prendre la même trajectoire qu'a pris le burger il y a 10-15 ans. Voilà, la même. Est-ce que quand on prend une idée à l'étranger, souvent dans le cadre d'un voyage ou parce qu'on est issu du pays, est-ce qu'on doit adapter, Vanessa Chi, est-ce que vous avez adapté les produits coréens que vous vendez aujourd'hui au modèle français, au goût français? Alors au début, on voulait vraiment faire quelque chose de très authentique, vraiment faire voyager les consommateurs. Et au final, ne pas s'adapter, c'est vraiment de se fermer des portes parce que, par exemple, le poulet coréen est très, très épicé. Il faut vraiment aimer le pimenté pour pouvoir le digérer. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, on voyait que les clients ils finissaient pas leur repas, même s'ils aimaient le produit. Mais si on n'adapte pas le produit au pays, c'est la banqueroute. Et en plus, voilà, on vient de récemment se lancer en Espagne. Et donc, c'est déjà un produit qui a été adapté en France, qu'on réadapte en Espagne. Donc, c'est un autre challenge encore, parce que les Espagnols, ils mangent pas pareil que nous, pas à la même heure, pas la même fréquence. C'est un gros travail d'adapter déjà au propre pays et en plus, si on veut se développer dans d'autres pays, c'est un double travail. C'est une question à se poser, Bernard Boutboul, si on veut s'assurer d'une réussite de projet, de s'adapter et d'avoir le bon concept qui va trouver son client, parce que c'est ça, hein, la clé du succès. C'est bien d'avoir une idée, mais parfois l'idée, si elle ne plaît qu'à nous, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Alors, le bon concept, oui, surtout en France, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes modèles. Je pense au click and collect, à la livraison, à la consommation sur place, qu'aux États-Unis ou même à Londres. La livraison en France ne pèse que, si je peux m'exprimer ainsi, que 9% du marché global. C'est 22% à Londres, c'est plus de 35% aux États-Unis. On est beaucoup plus vente à emporter. Et puis, l'adaptation, oui, elle est nécessaire. D'ailleurs, tous les concepts qui traversent le temps, qui sont venus de l'international, se sont adaptés. L'exemple que je prends souvent, McDonald's France, n'a rien à voir avec les McDo qu'on voit aux États-Unis, mais rien du tout. Ils se sont francisés, ils achètent en France, ils ont créé le McCafé, ils vendent des tartes au citron, des moelleux au chocolat, enfin, je veux dire, et ils utilisent du fromage de Savoie et d'Auvergne. Enfin, je veux dire, si ça s'appelle pas de l'adaptation française, non, on est obligé de s'adapter quand on vient de l'international avec un peuple comme les Français. N'oublions pas que nous sommes le pays de la gastronomie. Vous soulevez le point de la sélection des produits. Ça joue un rôle là aussi quand on crée son concept, d'avoir un sourcing qu'on puisse valoriser auprès de ses clients ensuite.
Vanessa? Nous, déjà, quand on a commencé à sourcer il y a 4-5 ans, on a compris un truc, c'est que en fait, il n'y avait pas beaucoup de produits coréens. Donc on s'est dit, OK, on est sur la bonne voie parce que si c'est rare, eh ben, ça veut dire qu'on s'est encore méconnu et du coup, on a vraiment un océan devant nous. Et donc, on a mis beaucoup de temps à créer, à trouver la matière première, ensuite de combiner cette matière première. Et ensuite, vu qu'on est en train de se développer vite, il faut trouver des prestataires qui puissent faire nos sauces parce qu'en fait, au début, on faisait nous-mêmes nos sauces dans nos cuisines. Au bout d'un moment, là, on en a 10, plus de 10. Et donc, il a fallu trouver un prestataire qui puisse faire nos sauces. Et ça, c'est un autre challenge parce qu'en France, on n'a pas trouvé quelqu'un, un partenaire qui sache vraiment travailler les produits asiatiques. Et donc, on a dû un peu partir à l'étranger, puis revenir, parce que même à l'étranger, ils n'ont pas les bons produits. Donc là, on est encore en train de se stabiliser. On a trouvé un partenaire, mais qui est juste un partenaire de passage pour qu'on puisse faire encore plus de volume, parce qu'il peut faire des petits volumes pour 10-15 restaurants, mais pas plus. Et quand on va arriver à une échelle plus grande, ça va être encore plus compliqué. Donc le produit asiatique, comme on l'aime, comme on voudrait qu'il soit, c'est compliqué aujourd'hui. Vous avez ces questions-là de vos clients, Bernard, parfois, justement de trouver le bon partenaire, comme l'exprime Vanessa Chi, pour fabriquer tel ou tel produit qui va permettre la duplication d'un modèle, en franchise notamment? Je crois que le mot partenaire est plus juste que le mot fournisseur d'ailleurs. Parce que ce fournisseur, qu'on appelle partenaire, doit accompagner le développement de cette enseigne avec son cahier des charges qui doit être particulier. Et puis, si on passe du côté consommateur, aujourd'hui, les nouvelles générations de consommateurs dont je parlais tout à l'heure ont besoin de savoir ce que tu leur mets dans l'assiette, d'où ça vient, comment ça a été cuisiné. Et il faut prendre aujourd'hui la parole en permanence sur les produits. Il y a des enseignes qui ne le font pas et des enseignes qui le font. Et la différence est très très nette dans l'esprit des consommateurs. Un restaurateur qui ne prend pas la parole sur ses produits est un restaurateur dans l'esprit de ces gens-là qui est suspicieux. Pourquoi il ne me parle pas de ses produits? Est-ce qu'il a quelque chose à me cacher? C'est embêtant quand même. Comment est-ce qu'on les valorise, justement? Comment est-ce qu'on explique à ses clients son choix, sa sélection, dont on parle de ses partenaires? Est-ce qu'il faut les afficher? Je sais qu'il y a certains bistrots qui affichent les visages des agriculteurs avec lesquels ils collaborent. Oui, tout à fait. Non, mais c'est la transparence totale. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que ceux qui travaillent en 100% industriel sont très embêtés avec cela. Mais il faut dire la vérité. Parce que les générations qui arrivent, je me répète, ont besoin qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas qu'on les trompe. Faites attention. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, dans le débat précédent, j'entendais parler du marketing. Je pense que c'est la fin du marketing paillettes et c'est le début d'un marketing sincère. C'est-à-dire, je dis la vérité à mes clients. Cette Gen Z, Gen Z, dont on parle beaucoup là depuis hier, en fait, c'est elle qui va, je dirais, truster tout ça, qui va amener l'évolution de certains comportements. Elle est en train de le bouleverser et ce n'est que le début. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout, comment je pourrais dire, le même rapport à l'alimentation que leurs parents, et alors encore plus leurs grands-parents. Ce sont des gens qui ne vont pas du tout aux mêmes endroits se restaurer. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout la même notion du prix que leurs parents. Je m'explique. Leurs parents, c'est plutôt le rapport qualité-prix. Eux, ils sont sur un rapport moment passé-prix, expérientiel. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais, Vanessa Chi. Ouais, ils n'ont pas de fidélité, je trouve. Ils sont très volatiles. Et en fait, moi, j'ai un exemple. Moi, je suis de la génération 90 où j'étais très fan de la culture américaine. Et en fait, le temps que, par exemple, les sushis ou le burger arrivent en France, il y avait un temps. 6 mois, 1 an avant qu'on découvre la nourriture. Pareil pour les disques. Le temps que le single de Britney Spears arrive en France, il fallait au moins 3-6 mois. Ou les séries. Et en fait, je trouve que cette génération, dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans un pays, avec les réseaux sociaux, quelques jours après, une semaine après, on a la nourriture qui vient à nous. En fait, c'est immédiat, on passe un coup de fil de l'autre côté de l'océan.
il nous donne la recette, ou alors il y en a un qui voyage, qui nous donne la recette, et puis c'est fini. Avant, il y avait quand même un temps où on pouvait gagner du temps, et là, c'est hyper volatile. Faut toujours être à la page. Avec mon mari, dès qu'on a une nouvelle, on a envie de refaire une carte, c'est pas on consulte les livres, etc. C'est on prend le billet d'avion 2 jours après, on y reste 3 jours, on revient, on appelle un chef, etc. Ça va super vite. Même nous, on est obligé de s'adapter. Voilà, il y a une vitesse qui fait peur. Enfin, Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est quand même c'est un peu stressant. Le fait il y a un manque de fidélité, et on se demande combien de temps va durer le concept qu'on a mis en place, ou la carte ou le plat. Ouais. Alors, comme disait Vanessa, on vit une époque d'instantanéité, ça c'est sûr. Mais c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que nous, chez Gira, on constate sur ces 20 dernières années que les cycles de vie des produits se raccourcissent très très vite et très fortement. Ce qui veut dire, par exemple, le burger a décollé en 2014, il a eu des croissances à 2 chiffres pendant 10 ans. Pour la première fois en 2024, il est sur un plateau, et pour la première fois en 2025, il chute de 10% en volume. Qui avait prévu ça ? Nous ne l'avons pas prévu. Moi, ma question, c'est de savoir, le poulet frit qui suit la courbe historique et hystérique aussi du burger, est-ce qu'on va tenir 10 ans ? Qui va tenir 10 ans ? C'est ça, c'est la pérennité du produit et le cycle de vie sur lequel il faut penser. Oui, ça peut faire peur aux jeunes entrepreneurs, et je dis pas jeunes dans la question de l'âge, mais dans le moment où on entreprend, c'est de se dire combien de temps est-ce que va durer l'engouement pour le poulet croustillant, pour la nourriture. Parce que c'est vrai que la Corée, elle vend en poupe. J'ai pensé à vous, Vanessa, pas plus tard qu'hier, ou que samedi, je suis passé rue de Vaugirard devant un concept devant lequel je me suis arrêté, qui est un concept de burger coréen. D'accord. Et je me suis dit, la Corée a véritablement le vent en poupe en ce moment. On se posait la question tout à l'heure en coulisses de savoir si le poulet coréen allait durer. Et moi, je lui disais que oui, parce que en fait, c'est pas une fusion. Je veux pas dénigrer les autres concepts, mais il y a beaucoup de fusions aujourd'hui qui cartonnent, mais qui se cassent la gueule aussi. Alors que le coréen, pour moi, c'est pas une fusion. Déjà, c'est un pays qui a sa culture, culture gastronomique, et le poulet frit existe depuis en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains en fait ont ramené leur poulet, et en fait eux ils l'ont vraiment adapté à leur sauce, vraiment à leur sauce, parce que le poulet coréen c'est enrobé de sauce, et ça existe depuis 70 ans. Donc pour moi c'est un gage que le poulet coréen va rester dans les mœurs, comme le sushi. En fait, c'est pas une fusion. Le sushi, ça existe vraiment au Japon. Et je nous compare beaucoup, en fait, le sushi et le poulet frit coréen. Je pense que ça va rester. Ça va pas tout le temps être au sommet, mais je pense que ça va rester encore quelques années. Comment vous expliquez ces phénomènes, alors je ne vais pas dire mode, parce que sinon je contredirais Vanessa, mais ces tendances qui apparaissent, plus ou moins pérennes. Mais comment est-ce qu'on est... Parce que c'est vrai, la Corée, il y a eu le pop-up Corée au BHV. Enfin, il y a eu tout un tas de choses autour de la Corée. Et là, maintenant, on voit. La pop, hein. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un pays, tout d'un coup, émerge ? Alors, comme Vanessa l'a dit, il y a les réseaux sociaux. Dans les années 90, il n'y en avait quasiment pas, il n'y en avait pas du tout. Donc, les réseaux sociaux accélèrent la connaissance de ce produit et la recherche de ce produit, ce que je disais tout à l'heure, l'instantanéité. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est de durer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Moi, je pense que sur le poulet frit, je disais à Vanessa tout à l'heure en coulisses, j'espère qu'on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or, c'est le cas de le dire, du poulet frit. C'est un beau jeu de mots. Parce que tous les poulets frits ne sont pas très très bons, tous les poulets frits sont pas bien, n'ont pas une panure excellente, etc. Ce que j'aime, moi, chez les Coréens, c'est qu'ils ont une façon de paner avec une sauce et avec un goût du poulet qui est très particulier. Et je pense que perdureront sur le poulet frit ceux qui étonneront le consommateur. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait un poulet lambda qu'on trouve partout. Voilà. Alors, vous soulevez un point que j'avais envie d'aborder, donc merci pour la perche tendue. La qualité, est-ce que c'est important ?
Et si je voulais être provocateur, je dirais même, est-ce que c'est véritablement important d'avoir un produit de qualité si finalement le concept s'éteint au bout de 3 ans et qu'on pourra rechanger? Est-ce que la Gen Z dont on reparle encore, mais est-ce que cette génération, comme toutes les jeunes générations dont le palais est très peu formé, a vraiment besoin? Est-ce qu'elle sait ce que c'est la qualité finalement? Est-ce que c'est ça qui va l'attirer? Alors moi, ça me semble être subjectif, la qualité, parce que ce que j'aime, l'autre ne l'aime pas, etc. Je pense que ce qui est en train de revenir à grand V depuis quelques années, c'est le grand retour du goût. Les gens en ont marre de manger. C'est pareil pour les fruits et les légumes d'ailleurs. Des fruits, des légumes, du poulet qui n'a pas de goût. Et il va falloir faire très très attention à ça parce que ça va aussi être la case à cocher pour la pérennité d'avoir du goût. D'avoir du goût. Et en plus, la Gen Z dont on parlait tout à l'heure, elle est véritablement à la recherche de découvertes culinaires. Ils cherchent des goûts. Toute la vague de l'épicé depuis quelque temps, du très relevé, à tel point que des fast-fooders nous disent à la télévision « de toute façon, tu n'es pas prêt ». Ils interpellent cette génération en disant « fais gaffe, parce que chez nous, c'est très relevé ». Et aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. Il faut prévenir que c'est relevé, mais d'interpeller le consommateur qui a besoin de se faire des émotions de saveur, il faut y aller à fond. En fait, il faut quand même avoir une singularité. C'est-à-dire que, je reprends ce que disait Vanessa Chi, c'est-à-dire qu'on prend en considération, bien entendu, sa clientèle, parce qu'on est obligé de s'y adapter, mais en revanche, on conserve son âme et on reste, ce que disait le poulet coréen, c'est le poulet coréen. Et on ne va pas nous l'enlever parce qu'on a une singularité et vous l'avez appuyé. Donc, et c'est ça qu'il faut avoir, un produit qui se distingue, qui soit singulier, adapté et qu'on assume pour le vendre et pour qu'il soit pérenne. Oui, il ne faut surtout pas perdre son âme. Ça, c'est très, très important. Si on voit un produit à côté qui fait un carton, il ne faut pas qu'on dévie sa trajectoire. Et il faut que le poulet coréen reste coréen. Les Américains continuent à être américains, mais il ne faut pas essayer de flirter avec les 2 ou 3 pays qui font des super poulets. Et j'espère qu'il perdurera du coréen et de l'américain de très bonne qualité. Pourquoi pas? On a parlé beaucoup, il y a une quinzaine d'années, du storytelling. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore raconter des histoires, et notamment ses origines, la manière dont on a trouvé son idée de concept? Moi, je pense que oui, parce que déjà en préambule, vous m'avez demandé mon histoire. Ouais. Et en fait, ça intéresse beaucoup de monde parce qu'il ne faut pas juste vendre un produit et rien raconter. Maintenant, le client, il veut le 360, l'histoire, l'environnement, le produit, l'expérience. Ils veulent vraiment voyager et pour voyager, il faut qu'ils connaissent les racines de la marque. Après, c'est pas tout, ça fait pas un tout, mais c'est sûr qu'ils ont envie de comprendre d'où vient l'idée, etc. Ils sont curieux. On vous questionne, vos clients prennent le temps de vous questionner sur certains produits, certaines sauces, le pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce que ce produit-là existe? Alors au début, oui. Maintenant, ça fait 4 ans, donc un peu moins. Mais oui, au début, surtout quand le coréen n'existait pas, ils avaient ils connaissaient même pas le pays, ils savaient même pas le situer. Donc forcément, les gens, ils étaient très intrigués. Comment ça, le coréen? En plus, j'ai vu Squid Game, j'ai entendu les BTS. Donc oui, forcément, ils se posent plein de questions, beaucoup moins maintenant. Bernard, vous vouliez rajouter Oui, le storytelling, je vais te citer un exemple d'un restaurant, un street food oriental qui existe à Paris. La fille qui sort de Ferrandi fait du couscous et du tagine. Jusque-là, elle est extraordinaire. Il y a un journaliste qui lui a dit « C'est toi qui fabriques ?» parce que la fille, elle est jeune, elle a 25 ans. « C'est toi qui fabriques le couscous ?» Elle dit « Oui, je l'ai appris de ma mère et d'ailleurs, c'est ma mère qui est en cuisine. » C'est-à-dire que la mère est là, c'est-à-dire que l'histoire, elle est là en vrai. Et il y a plein de clients qui vont voir la mère pour lui dire « Mais attends, comment tu fais cette sauce? Et la semoule, comment tu fais ?» C'est fantastique. C'est ça aussi l'expérience. C'est ce que recherche, c'est ce que le client recherche aujourd'hui. Et là, je m'évade un peu sur l'âge, quel que soit son âge. On a besoin d'être. Est-ce que c'est une réassurance? Bien sûr que c'est une réassurance totale. Aujourd'hui, le restaurateur, pour le consommateur, devient presque un partenaire de ma santé, de ma façon de me nourrir. Donc il faut que la relation soit conversationnelle.
Et c'est ça, en fait, tout ce qu'on dit derrière le mot expérience. C'est véritablement vivre quelque chose avec le restaurateur. Je ne suis plus une carte bleue ambulante et lui, il est un anonyme. Ouais. On s'avance vers la fin de notre échange et j'en reviens à notre thématique de départ, l'international. Quelles sont les tendances? Alors, est-ce qu'on peut dire que la Corée, c'est une tendance émergente, qu'elle est en train de s'installer encore? Je pense que oui. Bon, je l'ai dit en introduction, le burger, ça y est, la pizza, ok. Je pense que l'Asie, on a quand même une bonne part de Vietnam, Cambodge, Chine, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de cuisines, notamment la Chine. On sait très bien qu'elle est aussi très régionale, la cuisine chinoise. Donc, je pense qu'on n'en aura jamais fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut prédire, et peut-être un bien grand mot, mais qu'est-ce qui s'annonce sur l'horizon 2030 dans les pays qu'on ne connaîtrait peut-être pas encore, ou qui sont déjà installés et puis qui vont. Est-ce que la Corée va vraiment percer? Est-ce que ça va être un Alors mouvement, en plus de la coréenne, je rajouterais que tu n'as pas cité la vietnamienne et la thaï, ouais. qui sont en train aussi d'arriver dans le sillage de la Corée. Et pourtant, on a déjà des restaurants thaïlandais quand même. Mais Oui, en street food. en street food, c'est ça. Street food. Ok. En street food. Il y a aussi l'Amérique du Sud qui est en train d'arriver sur la pointe des pieds, mais elle arrive avec le Venezuela, le Pérou, etc. Mais toutes ces cuisines-là qui arrivent d'ailleurs ont un point commun quand même, si on les regarde toutes. Elles sont plus saines, elles sont plus goûteuses, elles sont plus instagrammables et elles sont plus fait maison. C'est le pendant du fast-food qu'on a connu depuis 50 ans en France, en fait. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup notre Gen Z élargie. Ouais, vous avez coché les cases de ce qu'il faut faire, en fait. Hein. C'est avoir un produit qui soit bon, instagrammable, avec c'est ce que je disais à ce jeune homme hier, c'est la sincérité du propos. C'est l'accueil, le sourire, le respect du client, et puis le fait d'avoir une sélection de produits qui fasse que le client se sente respecté dans la qualité qu'on lui a offerte et qu'il ait envie de revenir. C'est ce que chez Gira, on dit à nos clients, allez-y avec conviction. Croyez en ce que vous dites. Parce que ça, en face, les consommateurs savent si tu dis la vérité ou pas. Ouais. Voilà. Donc, ayons des convictions, allons-y à fond. Est-ce que vous avez des questions à poser? Eh ben voilà, ça n'a pas mis longtemps, c'est bien, bravo, quelle réactivité. Merci pour votre intervention. Je voulais savoir, on parle beaucoup de la Gen Z, mais qu'est-ce qui fait que les générations, par exemple les 40-50 ans, vont adhérer à un produit qui vient, par exemple, de l'étranger, un produit un peu différenciant, vu que c'est une génération qui est quand même ancrée dans des goûts assez spécifiques. Enfin, ils ont leurs habitudes, en gros. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont être fidélisées et qu'est-ce qui fait qu'ils vont pouvoir venir découvrir, même en magasin, le produit. Je vais laisser Vanessa répondre à la question, mais je vais répondre de façon très tranchée. Ils n'adhèrent pas et ils n'adhéreront pas. Donc il ne faut pas miser sur eux. Eux, ils sont sur un autre type de concept qui n'est pas du tout de quoi on parle depuis tout à l'heure. Ouais, je suis un peu d'accord. Nous, notre cible, c'est vraiment les 15-35 ans. Après 35 ans, on est moins dans la cible. Mais par exemple, moi, j'en ai 34. C'est vrai que je suis entre deux chaises. C'est-à-dire que moi, de par mon métier, je vais goûter dans les restaurants de street food. Mais je vais être plus, depuis quelques années, je vais être plus dans des restaurants assis. Ou alors, je vais y aller parce que mes petits cousins, ils veulent manger de la street food. On va vraiment plus être accompagnateurs pour faire plaisir à nos frères, nos sœurs, nos petits cousins ou nos enfants. Nous, quand on voit des personnes un peu plus âgées, 40, 50, 60, c'est vraiment parce que les enfants les emmènent et veulent vraiment leur faire découvrir une nouvelle cuisine. Mais c'est intéressant le sujet que vous parlez là, parce que ça veut dire que quand on monte un concept, il faut faire gaffe à la génération à qui on s'adresse. Moi, je connais aujourd'hui que 2 concepts qui sont multigénérationnels, qui ont aussi bien des jeunes que des plus anciens. Les bouillons, c'est extraordinaire de voir dans un bouillon des gens qui ont 23 ans avec des gens qui ont 65 ans. C'est un truc de dingue. Et McDonald's. Voilà. Pour l'instant, j'en connais que 2. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. McDo, c'est parce qu'on a grandi avec. Ben, et voilà. je pense que nos parents, quand ils avaient la vingtaine, ils mangeaient avec nous. Et en fait, on a grandi avec McDo, avec nos parents. Donc, c'est pour ça que ça les a entraînés, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à propos de McDo, une pub qui date de 10-12 ans, où McDo à la télé nous montrait un couple d'anciens, mais vraiment très anciens, qui disaient « Oui, mais je ne peux pas le prendre à la main, mon burger ». Et ils lui ont filé
non pas d'un couteau et fourchette, mais ils lui ont filé la manière de manger ça avec les mains. Chez nous, ça se mange avec les mains et ils l'auront appris. Je trouve ça génial. C'est très sympa. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci pour les interventions. Tout à l'heure, on a parlé du décalage des tendances entre l'international et la France, qui se raccourcissait, mais on parle surtout des tendances sur Paris. Moi, je suis de Toulouse et je constate que les tendances, elles mettent 5 à 10 ans à arriver à Toulouse. Et je me demandais si c'est un constat que l'on avait autre part dans les autres villes de France et comment on peut expliquer cela et est-ce que c'est quelque chose qui va accélérer ou pas aussi? Alors franchement, je ne trouve pas que l'écart qui existe entre Toulouse et Paris est énorme. Nous, on a des clients à Toulouse, on implante des clients à Toulouse. Je peux vous assurer que Toulouse fait partie des villes extrêmement dynamiques, conceptuellement parlant. Non, non. Mais les ramen sont arrivés, il y a un ramen qui existe depuis 10 ans, mais les ramen sont arrivés l'année dernière. Oui, mais les Les ramen ne sont restaurants pas là chinois depuis 50 ans. Hein. Oui, mais c'est quand même 5 à 10 ans. Enfin, à Paris, ils sont là depuis un moment. Oh, ça se raccourcit tout ça. Ça se raccourcit. Oui. Ça va Parce très que très c'est vite. pareil, les restaurants de nouilles chinoises qui se développent partout à Paris. Tout à fait. À Toulouse, il y en a un qui va ouvrir. Et Il y en a le deux, crousty dont parlait la table ronde d'avant, lui, il a démarré en province, à Bordeaux, et il arrive à Paris seulement maintenant. C'est intéressant de voir ces mouvements-là. Non, je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes et moyennes agglomérations sont prêtes. Alors, j'irai pas en milieu rural avec du crousty tout de suite. Moi, je suis du même avis que le monsieur. C'est que je trouve qu'il y a quand même une différence de temps, même si elle se raccourcit maintenant. Mais vraiment, on voit parfois, nous, avec mon mari, on va à Paris, parce qu'on est lyonnais maintenant. On va à Paris voir les nouvelles tendances, on les ramène à Lyon, puis après, on les remet dans les petites villes. Donc, moi, je suis un peu d'accord. Mais c'est vrai que je suis aussi d'accord avec Bernard, ça se raccourcit maintenant. Et on parlait tout à l'heure d'adaptation, j'imagine qu'il faut aussi s'adapter à sa ville parce que tout n'est pas duplicable. Il y a des choses qui marchent moins bien à Toulouse, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Y a-t-il une autre question? Alors, je vais venir vous voir. Trop de questions. Pour finir la réponse à votre question, en province, il faut faire gaffe à un autre sujet qui traitait la table ronde d'avant, c'est de débarquer avec du halal. Il faut faire attention. Paris est très près, Lyon est très près. Quand vous descendez, ils ne sont pas prêts. C'est malheureusement un sujet encore tabou et problématique, le halal. Donc, il faut y aller doucement. Mais il faut y aller. Parce que la communauté musulmane est très importante en France. Et je ne vous parle pas de toute la street food qui est halal sans l'écrire sur la vitrine. Sans l'écrire sur la vitrine. Et c'est très bien, il faut faire ça. Petite question du fond. Bon, merci. Vous avez beaucoup parlé des concepts qui arrivaient en France. Qu'en est-il des concepts français qui vont à l'international? On n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. C'est exact. Et pourquoi? C'est exact. Il y a très peu de Français qui sont partis et qui réussissent à l'international, c'est vrai. Il y a la restauration rapide à la française, les brioches dorées et Paul qui sont partis à l'international. Mais sinon, il y a beaucoup d'échecs à l'international. Hein. En fait, ils sont fans de notre cuisine, mais Dans notre pays. chez nous, pas chez eux. Question? Oui. Moi, j'avais une question. Vous en avez parlé un peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de concepts, et encore aujourd'hui, qui viennent des États-Unis. Là, c'est vrai que notre génération, elle s'intéresse quand même pas mal à ce qui vient d'Asie. J'ai l'impression qu'on s'habitue de plus en plus au goût et à ce qui se fait là-bas. Est-ce que ça va durer? Et comment on peut prévoir? Et par exemple, il y a encore pas mal de saveurs inexplorées d'Afrique ou encore du nord de l'Europe, etc. Est-ce que vous arrivez à prévoir la suite? Et surtout, comment on peut être sûr que ça va durer, par exemple? Non, alors on n'arrive pas à prévoir, parce qu'il n'y a pas de boule de cristal, c'est très compliqué. C'est ce que j'allais vous dire. Vu les choses à quelle vitesse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la cuisine américaine, elle recule, et pas à cause de Donald Trump, hein. Elle recule depuis un petit moment. La cuisine asiatique monte, et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que l'africaine va arriver? Est-ce que la sud-américaine va arriver? Il y a plein d'autres cuisines dans le monde qui... Voilà. L'africaine, ça fait quelques années qu'elle essaye. C'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais il faut s'attendre à une troisième grande cuisine qui va émerger dans les 5, 10 ans, 15 ans qui viennent. C'est sûr et certain. Merci. Merci infiniment Bernard Boutboul, président de Gira Conseil, et Vanessa Chi, cofondatrice de Chicken Band. J'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement, s'il vous plaît.
Merci à vous d'avoir assisté à cet échange. On marque une pause de 10 minutes et on va se retrouver sur l'espace masterclass avec Julien Sebag. Une table ronde, une masterclass, un moment d'échange culinaire autour de la Méditerranée avec le concept de Michaud dont nous parlera Julien Sebag tout à l'heure. Plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, ressemble every time. J'y ai pensé 1000 fois, if you want me, dis-le-moi. You make me feel good, la main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel